Alors, La Tour sombre de Stephen King. Oh là 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 là. Est-ce que c'est une pure arnaque ou est-ce que c'est un coup de génie? C'est ce que nous allons voir ensemble. Les bases d'abord. La Tour sombre, c'est une vaste saga de fantasy sombre, mêlant western, horreur, science-fiction et métafiction. Elle raconte la quête obsessionnelle de Roland de Gilead, le dernier des pistoleros, qui traverse des mondes en ruine pour atteindre la Tour sombre, l'axe central de tous les univers, dont l'effondrement entraînerait la destruction de la réalité, tout simplement. Roland est guidé par le K, le destin, et réunit un quartet, un groupe de compagnons liés par ce même destin, pour protéger la tour et comprendre le sens ultime de sa quête. La saga principale comporte 8 tomes, dont le dernier, donc le 8e, qui est un interlude paru a posteriori. Dans La Tour sombre, Stephen King traite les thèmes du sacrifice, de l'obsession, de la responsabilité, du déclin du monde. Il a aussi une volonté de faire réfléchir sur la place de l'auteur dans la fiction qu'il crée. La saga comporte de très nombreuses références à d'autres de ses romans. La Tour sombre, c'est une œuvre qui relie toutes les autres. Sur Babelio, les différents tomes sont notés de 3,52 à 4,33 sur 5, ce qui n'est franchement pas mal. Quant à la fin de cette saga, eh bien elle est particulièrement controversée. Voilà, pour un survol de cette saga en restant factuel et sans rien spoiler. Bon, venons-en à ma propre expérience. J'ai lu le Pistolero en 1991 ou 92, j'avais 16-17 ans à l'époque. Il venait de paraître en français. Et j'ai lu les 6 autres tomes, qui constituent le reste de la saga, à la suite, au début des années 2010. J'avais adoré le Pistolero, son atmosphère, le duo de personnages presque mythologiques, la chasse à l'homme, les questions que l'on se posait inévitablement. C'était sec, mystérieux, romantique, presque poétique et parfois abscon, mais fascinant. Ce livre m'avait suffi en tant que tel. Et puis j'ai découvert les autres quelques années après leur traduction en français. Je me suis dit, super, je vais passer de longues heures à dévorer cette saga à la fois universelle et intime. Eh bien, j'ai vite déchanté. Sans trop m'étendre, j'ai été confronté à plusieurs problèmes, des variations de genre et de rythme quelque peu hasardeuses, des personnages secondaires évacués purement et simplement, une évolution de personnages pas très marquée, des tomes qui n'apportent pas grand-chose, clairement si on les enlève, le récit ne change pas vraiment, une fin agaçante, et là je suis très gentil, de l'autoréférence à gogo qui n'apporte pas grand-chose à part la satisfaction de retrouver tel ou tel personnage pour ceux qui aiment les références, du nombrilisme en se faisant apparaître soi-même dans sa propre saga, et puis des inégalités techniques importantes entre les différents tomes, l'impression que certains ont été réécrits encore et que pour d'autres on a juste eu le droit au premier jet. Et tout ceci, ça me donne l'impression d'une arnaque littéraire. N'oublions pas que la saga entière, ce sont plus de 4000 pages. Alors quand vous n'appréciez pas des masses ce que vous êtes en train de lire, et que vous vous forcez pour aller jusqu'au bout, et que ce bout, c'est une sorte de pirouette, ça fait mal. J'ai vraiment eu l'impression qu'on m'avait volé mon temps, que j'avais été floué par de la poudre aux yeux, une espèce de tour de passe-passe, une vaste opération de recyclage, une œuvre d'autocongratulation de l'auteur. J'en suis ressorti avec le sentiment que Stephen King m'avait soufflé à l'oreille pendant des dizaines d'heures. Regarde comme je suis génial, même mes incohérences ont du sens, dans mon monde, je suis l'histoire, je suis le monde. Je précise que je ne suis pas fan hardcore de Stephen King. J'ai apprécié certains de ses romans, je lui attribue une excellente technique, une imagination débordante, mais je trouve sa production variable, avec du très bon, comme du assez mauvais. Par exemple, son avant-dernier recueil de nouvelles, Si ça saigne, m'avait vraiment fait de la peine. Je pensais donc que cette saga, La Tour sombre, finalement elle était dédiée à ses fans, ceux qui justement auraient adoré avoir cette œuvre centrale, ce pilier, cette tour autour de laquelle tout le reste de sa production s'articulerait. C'est sans doute vrai en partie, mais il y a aussi autre chose.
Et plutôt que d'essayer de broder avec ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, je vais laisser Winter, qui fréquente mon Discord, vous en parler. Lui non plus n'est pas spécialement fan de Stephen King, il a même lu beaucoup moins de livres que moi. Pourtant, il a adoré la saga La Tour Sombre, et il l'a adoré pour des raisons que je n'ai même pas entrevues lors de ma lecture. Sans doute parce que j'étais de plus en plus énervé au fil des milliers de pages et que le négatif, que personne ne nie, Winter non plus, a complètement masqué le positif qui est, quand on prend du recul, assez intrigant et même rare, voire unique. Allez, je laisse la parole à Winter. Attention, il y a quelques spoilers dans cet avis. Et si vous n'avez pas lu la saga, peut-être que vous ne comprendrez pas tout du point de vue de Winter. Alors bon, je vais pas revenir sur, les innombrables défauts, du cycle de la Tour Sombre parce que, c'est une évidence, il y en a. Mais au-delà de ça, il y a une profondeur dans, le cycle de la Tour Sombre que tu retrouves, très, 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 très rarement. Déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, ça a commencé comme un ouvrage de jeunesse. C'est un ouvrage, qui est sorti des tripes de Stephen King et qui l'a accompagné en réalité tout au long de sa vie et tout au long de sa carrière. C'est presque un récit qui parle de lui dans sa construction de son rapport à son monde. Parce que tous les récits, tous les romans de Stephen King se passent en réalité dans le même univers et se passent au sein du cycle de La Tour Sombre. Un certain nombre d'éléments que tu vas retrouver dans ces différents romans se retrouvent dans le cycle de La Tour Sombre. Ne serait-ce qu'un élément qui est essentiel, qui est le Shining, qui est présent directement dans La Tour Sombre. Et en fait, tu as l'explication, je dirais même, de ce qu'est le Shining dans ces romans, qui ne se trouve, il me semble, et ça je suis pas un grand expert de Stephen King, que dans La Tour Sombre, ou en tout cas de manière flagrante et établie dans La Tour Sombre. Et le Shining, en fait, il se retrouve pas que dans Shining, il se retrouve dans beaucoup d'autres romans de Stephen King, comme avec des appellations différentes, qui peuvent être l'intuition, qui peuvent être le Shining, qui peuvent être plein de choses, mais en tout cas, ça se retrouve de manière transversale dans ses romans. La Tour Sombre, c'est un peu l'équivalent de ce que pourrait être le Silmarillion par rapport aux écrits de Tolkien. C'est le récit unificateur, c'est le récit qui est derrière, c'est la grande guerre, c'est la grande explication sur ce qui se passe. Donc rien que pour ça, je trouve que c'est un aspect qui est très intéressant. C'est aussi un roman dans lequel tu as un personnage archétypal. Et des romans dans lesquels tu as des personnages archétypaux, j'en connais pas, ou j'en connais très très peu. Tu vois, c'est pas un pistolero en réalité, c'est le pistolero. C'est même pas le pistolero, c'est l'incarnation, c'est la personnification des forces régulatrices du monde qui permettent de juguler le chaos. C'est ça qu'il est. Il y a quelque chose, il y a une sorte de pureté dans ce personnage, une pureté brisée, une pureté cassée. C'est un personnage qui est incroyable de mon point de vue, parce que au-delà du personnage, c'est un personnage qui a un rapport direct avec Stephen King. Ça, c'est un aspect qui est un peu plus subtil, qui peut être un peu, tu vois, il faut le prendre avec les tripes, ou cerner vraiment les petites anecdotes qui sont de ci, de là. Mais en réalité, Stephen King, c'est le roi cramoisi. Le grand ennemi, si tu veux, le grand ennemi derrière tout ça, c'est le roi cramoisi. Et Stephen King, il se défend littéralement en personne devant Roland en disant « Je ne suis pas le roi cramoisi. Ce n'est pas moi. Ne me tue pas, ce n'est pas moi. » C'est dans le roman, directement. C'est soit le roi cramoisi. Moi, je pense que dans ses tripes situées au fond de lui, je pense que Stephen King a peur d'être le roi cramoisi et qu'il personnifie cette peur à un moment donné, dans une scène, lorsque Roland le confronte. Il dit, en gros, j'ai le Shining, je ressens les choses, je ne suis que la voix, je ne suis que l'écrivain, je ne suis pas le roi cramoisi. Mais il y a quelque chose de très fort et de très profond là-dedans. Tu as quand même la personnification du pistolero, la personnification du bien, de l'ordre, de ce qui est là pour réguler le monde, qui se confronte en personne à Stephen King.
quelque part, pour le mettre en accusation. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est tellement viscéral que Stephen King est obligé de plaider pour sa cause face à un personnage imaginaire, de lui dire: «Ce n'est pas moi». Pourquoi? Parce que quelque part, Stephen King, à chaque fois qu'il écrit un roman, il écrit une destruction. Il écrit quelque chose de terrible. Mais Roland, il est là pour rétablir l'ordre du monde. Et Roland, à un moment donné, se confronte à l'écrivain, celui qui traduit la destruction de tout, et Stephen King est obligé de se confronter à sa création. Ça, c'est encore un truc qui est dingue. Et c'est pas de l'imaginaire. C'est-à-dire, Stephen King lui-même dit, enfin, j'ai arrêté pendant longtemps d'écrire sur le pistolero. C'est pour ça qu'en fait, dans son roman, il y a quelque chose qui est décousu. C'est-à-dire qu'il parle du pistolero et puis il arrête d'en parler, il passe à d'autres personnages. Pourquoi? Parce que le pistolero lui fait peur. J'invente rien, ce sont ses mots, hein. Il a peur du pistolero. Alors, tu mets un peu tout ça en même temps, et déjà, je trouve que tu as quelque chose qui est quand même vraiment sympa, heu, qui permet d'expliquer un certain nombre d'incohérences, qui permet d'expliquer ces récits un petit peu décousus. Il y a des claires faiblesses dans le roman, pardon, dans le cycle. Il y a des moments où tu as des chutes d'intérêt qui sont, tu te dis: «Qu'est-ce que je lis, quoi?» Je suis complètement d'accord, mais ça correspond en fait à, comment dire, au parcours de l'écrivain qu'est Stephen King. C'est-à-dire que lui-même reconnaît qu'il y a des faiblesses dans son récit. Lui-même dit: «Il y a des choses que j'ai racontées, je ne les aurais avec le recul, je ne les aurais pas racontées à ce moment-là». C'est un récit de jeunesse qui s'est, étiré, c'est un récit avec des faiblesses, c'est un récit qui est, parfois, presque incohérent avec lui-même, mais c'est le récit de son œuvre en quelque sorte. C'est le récit, c'est son méta-univers dont il parle. Je trouve qu'il y a aussi, d'autres qualités. Alors, au-delà du fait que c'est un personnage archétypal, le pistolero, il a des épaules, quoi. Il a quelque chose de il est très bien campé, c'est un personnage qui, je trouve, te prend facilement aux tripes quand tu le suis véritablement, où tu sens qu'il est plus que la somme de ce qu'il compose, quoi. Il est plus que, un un type avec un visage émacié et 2 flingues. C'est beaucoup plus que ça. Même dans sa manière de je trouve de dans son petit leitmotiv qui est de dire: Tu as oublié le visage de ton père». Je trouve qu'il y a une pureté, tu vois? Une intensité que je trouve, presque manquante dans le monde actuel. C'est à la fois le lien avec, ses ancêtres, qui n'existent presque plus dans notre monde, mais également, oublier le visage de ton tu as oublié le visage de ton père, tu vois? Il y a quelque chose qui est très profond et que je trouve, à la fois humble, et très puissant. Alors bon, ça fait pas un roman, ça fait pas une saga, des petits points comme ça, mais au-delà de ça, tu as quand même un univers qui est d'une richesse incroyable. On est dans un monde qui est un monde en déconstruction, qui est un monde qui est en train de, un peu comme le monde sans fin si tu veux. Tu as un monde qui est en train d'être détruit. Heu et ce monde, il s'éclate tellement qu'il perd lui-même en cohérence. Donc en fait, la perte de cohérence que tu as dans, le cycle de la Tour sombre, c'est une perte de cohérence qui est légitime par rapport à la manière dont c'est écrit. Donc tous ces univers en fait, enfin toutes ces bulles de réalité, tous ces mondes, qui sont brisés, eh bien, il y a un autre aspect que je trouve assez sympa, c'est que souvent quand tu parles de multivers, en gros, tu passes une porte, tu es dans un autre monde, tu vois? Il y a un côté qui est très brutal, très artificiel, très peu intéressant, de mon point de vue. Alors que là, il y a une sorte de perméabilité, tu vois? Il y a quelque chose, il y a tu sais jamais véritablement si tu es dans un monde, si tu as glissé dans un autre, sauf quand tu passes dans notre monde, là c'est quand même très clair. Quand tu passes, tu as quand même des portes qui sont matérialisées, mais au-delà du fait que tu passes à travers une porte pour rejoindre notre monde, tous les récits dont on parle, tu as pas de certitude que ce soit véritablement la même géographie. La notion de géographie, elle est distante chez Stephen King et enfin, dans le cycle de la Tour sombre. Et ça, je trouve qu'en fait, c'est un terrain d'imagination, mais tellement riche. Tu as
t'as quelque chose de très romantique également avec ce rapport à la rose. Un peu comme chez Tolkien, t'as de temps en temps des petites pointes de poèmes, tu vois, où il ramène ça à de la poésie. Et tout ça, je trouve que ça rend le récit, en fait, pas parfait d'un point de vue littéraire, loin de là. Tous ses autres romans sont beaucoup mieux aboutis. Mais en tout cas, ça lui donne une profondeur narrative, une profondeur d'imagination qui est juste dingue. Il y a quelque chose aussi qui est peut-être même inspiré directement du JDR parce que tu es dans Ambre, dans La Tour Sombre. Tu as une réalité primaire et qui rayonne dans un multivers en réalité secondaire qui sont des échos de la réalité primaire. Et ben ça, c'est typiquement Ambre. Et Roland n'est pas juste un pistolero, comme je disais tout à l'heure, c'est le pistolero. Tous les garants de la paix, tous les garants de l'ordre ne sont que des échos des différents pistoleros. Et il est le pistolero. Mais tout ça, en fait, tous ces éléments, pour moi, sont venus contrebalancer cet aspect récit décousu, cet aspect où, clairement, dans le premier roman, il pose un personnage tellement fort que tu as envie de suivre le pistolero. Tu as envie de connaître son histoire. Et tous les autres romans, en fait, sont des déceptions, dans une certaine mesure, parce que son héros est tellement fort, il lui fait tellement peur, qu'il est obligé de le blesser. Il est obligé de le mutiler. Si ce Roland, qui est tellement implacable, tellement parfait dans sa quintessence d'être, s'il est blessé et mutilé, c'est parce que Stephen King en a peur, qu'il est obligé de l'affaiblir. Et même comme ça, il en a peur. Parce que quelque part, en tant qu'écrivain qui raconte la destruction de tous ces mondes, Roland est là pour le recadrer. Roland est là pour le confronter. Et c'est ce qui se passe. Et cette fin, tu vois, elle est peut-être anticipable, bien sûr. Elle est peut-être annoncée. Elle est ok, je peux tout valider, tout entendre. Mais quelque part, moi, quand je l'ai lu, même si je m'en doutais, j'ai eu un caillou qui m'est tombé dans les tripes, tu vois. Je me suis dit, ouais, bah bien sûr. Tout ce que j'ai lu, en fait, tout ce que j'avais compris, c'était la réalité. Et on est reparti pour un cycle. Et Roland est toujours aussi blessé, toujours aussi abîmé. C'est toujours de plus en plus dur. Mais le pistolero reste le pistolero. Et tu vois, je trouve que il y a un côté, il y a une saga, il y a un imaginaire là-dedans. Enfin, tu peux vraiment te laisser porter par autre chose que les mots dans chaque chapitre. Ce qui est intéressant ici, c'est un peu comme dans Sin City, tu vois. Le héros de Sin City, c'est pas ses personnages, c'est la ville. Et là, c'est un peu la même chose. Cette saga, elle, elle traverse tellement tout son récit, elle traverse tellement l'intégralité de chacun de ses récits, qu'en fait, tu peux comprendre qu'il y a une richesse absolue. C'est tout Stephen King qui est à l'intérieur du cycle. Et voilà, alors attention, hein, je n'ai pas changé d'avis pour autant et je ne vais sûrement pas relire les 4000 pages à l'aune de cet exposé. Cependant, je comprends que des gens, y compris parmi ceux qui ne voient pas Stephen King comme un demi-dieu, aient pris du plaisir à lire La Tour Sombre et j'entrevois ce qui peut en faire une œuvre à part, qui en dit sans doute beaucoup sur son auteur. En tant moi-même que tout petit auteur, je peux percevoir l'idée que développe Winter de cette œuvre qui mange celui qui l'a créé, même si pour Stephen King ça semble totalement exacerbé et plus tangible que métaphorique. N'oublions pas non plus que Stephen King a avoué lui-même avoir consommé des substances de manière irraisonnée pendant presque une vingtaine d'années. Alcool, cocaïne, marijuana, tranquillisants, etc. Les 3 premiers tomes de la saga La Tour Sombre ont été écrits pendant cette période d'addiction, et les 4 derniers non. Par contre, ils ont été écrits, ces 4 derniers, toujours d'après ses propres mots, dans un sentiment d'urgence après son accident de 1999. Il avait été renversé par une camionnette et a bien failli en mourir. Tout ceci se ressent quand on en a pris conscience, notamment par ses ruptures de ton et de rythme dont j'ai déjà parlé, sa présence en tant que personnage mettant en exergue la mortalité de l'auteur et le sentiment d'être un maillon faible pour son œuvre. Le déséquilibre technique de certains tomes aussi. Stephen King a d'ailleurs dit, entre autres à ce sujet, « Il valait mieux finir la tour imparfaitement que ne jamais la finir ».
Alors j'ajoute quelques petits commentaires à ce qu'a dit Winter, qui sont issus des propres commentaires et interviews de Stephen King sur La Tour Sombre. Il la considère bien, comme son œuvre centrale qui relie toutes les autres. C'est pour lui une saga autobiographique, mais au sens symbolique, à ne surtout pas prendre au pied de la lettre. Il a clairement rejeté l'idée d'être le roi cramoisi. Il se considère plutôt comme un scribe, un passeur d'histoire, celui qui reçoit les histoires plus qu'il ne les contrôle. Son personnage du pistolero représente pour lui l'obsession pure, la discipline absolue, le sacrifice de tout, un personnage admirable mais terrifiant, incapable de s'arrêter. Il y voit sans doute ce que lui-même aurait pu devenir s'il avait laissé l'addiction, le travail compulsif et la peur de la mort le consumer entièrement. Et voilà, eh bien vous savez tout. Encore une fois, c'est passionnant d'étudier l'envers des pages, que l'on ait aimé le livre ou pas d'ailleurs. Et même si ça ne change pas mon opinion, eh bien ça donne de nouvelles perspectives, ça permet de mieux comprendre de quoi est fait une œuvre, de mieux comprendre aussi de quoi est fait l'auteur. Dans ses aspects positifs comme négatifs, évidents comme cryptiques. Un grand merci pour tout ça à Winter pour son éclairage personnel sur cette saga. Sur ce, bonne lecture et poursuivez vos propres quêtes sans les laisser vous dévorer.